sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Adama Dieng. Adama Dieng est le secrétaire général adjoint de l'ONU, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. Il est aussi chargé de la prévention des conflits et du génocide. M. Dieng, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage au Sénégal, votre pays. Une polémique est née depuis quelques jours concernant l'avis qu'a rendu le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le gouvernement refute les accusations qui sont dans la note de ce conseil. Les avocats de Karim Wade disent que le Sénégal a été condamné pour arrestation arbitraire de M. Karim Wade. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette polémique? Écoutez, je dois dire d'abord que je regrette certains propos que j'ai entendus au cours de mon séjour qui m'ont fait de la peine. Je pense notamment aux attaques qui ont été portées contre l'honorabilité des membres du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. J'en suis d'autant plus peiné que ce groupe de travail a été mis en place il y a bien des années en réponse aux multiples détentions, privations de liberté de par le monde. Je dois dire d'ailleurs que pas moins de 60 États ont déjà été interpellés par ce groupe de travail. Même la France, pays de démocratie, a été attrait devant le groupe de travail, si je ne m'abuse, c'était en 1996. C'est dire donc que ce groupe est un des groupes au sein des Nations Unies, je pourrais dire les plus indépendants. Et leurs décisions sont des avis, certes, mais des avis motivés en droit. Et ce n'est pas un hasard. C'est mon ami Feu Laïti Kama qui a été à l'origine de cette démarche lorsqu'ils ont défini leur méthodologie, leur méthode de travail. Il y avait un autre éminent juriste français, Louis Joannet. Donc ceci pour camper l'importance, l'indépendance, la rigueur de ce groupe de travail. Maintenant, s'agissant du cas d'espèce, les avocats de Karim Wade, m'a-t-on dit, auraient introduit un recours devant ce groupe de travail. À la vérité d'ailleurs, une ONG, n'importe qui peut saisir ce groupe de travail. Hein. Et ce faisant, ce groupe, bien sûr, a une procédure qui est contradictoire, en ce sens que le groupe saisit l'État concerné, et la procédure d'ailleurs est confidentielle, en toute discrétion, et donne à cet État 90 jours pour fournir ses explications. Et si l'État, bien entendu, trouve que ce délai n'est pas suffisant, il a la possibilité de demander à titre exceptionnel une prolongation des délais. Et un maximum de 60 jours pourrait être accordé à cet État. Et ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, le Sénégal n'a pas introduit dans les délais fixés sa réponse. Le groupe de travail a rendu son avis et a constaté qu'il y aurait eu des violations, donc des dispositions pertinentes de la DUDH, l'article 9, mais également l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est une disposition extrêmement importante. L'article 14 vise le procès équitable, les droits de la défense, etc. Et c'est dire que même les États qui n'ont pas ratifié le Pacte international sur les droits civils et politiques sont tenus de respecter cette disposition qui est l'article 14 du pacte. Maintenant, quand ils concluent qu'il y a eu détention arbitraire, il est évident que les États concernés sont tenus de mettre en œuvre les recommandations qui sont formulées par le groupe de travail. Bien sûr, cet avis n'a pas une force contraignante, il faut le dire de manière très claire, même si le groupe de travail fonctionne pratiquement comme un mécanisme quasi-juridictionnel.
C'est-à-dire, ce n'est pas un tribunal, mais c'est presque un tribunal. Et je l'ai précisé tout à l'heure en disant que leur avis d'ailleurs était motivé en droit. Que faut-il en retenir? Sinon, que l'État concerné, en cas d'espèce le Sénégal, se doit d'examiner scrupuleusement les observations de ce comité et également en tirer les enseignements. Si le comité estime par exemple qu'il y a des mesures législatives qui gagneraient à être prises pour corriger éventuellement des dispositions de la loi qui portent atteinte à des principes, par exemple le principe de la présomption d'innocence, le principe de la non-rétroactivité, juste pour illustrer, eh bien, l'État, en ce moment-là, se donnera les moyens de faire le toilettage qui s'impose. Mais dans les débats qu'on entend, ceux qui sont au gouvernement parlent de questions de souveraineté, en disant que l'ONU veut aujourd'hui atteindre à la souveraineté du Sénégal si c'est dossier bien précis. Non, 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 c'est vraiment mal connaître le fonctionnement du système onusien. Comme vous le savez, on ne peut pas porter atteinte à la souveraineté du Sénégal. Dans le cas d'espèce, il s'agit essentiellement d'un dialogue, si je puis dire, entre le groupe de travail et l'État du Sénégal. Et au demeurant, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies invite les États membres des Nations Unies à coopérer avec le groupe de travail, aussi bien pendant la phase d'enquête que pour ce qui est de la phase de mise en œuvre des recommandations. On peut, bien entendu, ne pas être d'accord avec une telle opinion, mais de là à dire que c'est une atteinte à la souveraineté du Sénégal, c'est aller vraiment trop vite en besogne. Et je puis dire, d'ailleurs, s'il s'était agi de questions d'atrocités criminelles, aujourd'hui, la souveraineté s'accompagne de la responsabilité. Et là, en matière de droits de l'homme, le Sénégal a été jusqu'ici connu comme un pays soucieux du respect des droits de l'homme, du respect de la primauté du droit. Et je ne peux qu'espérer une réaction sereine de la part des autorités sénégalaises pour, disons, interpréter et appliquer ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre de cette recommandation et surtout éviter une polémique qui n'en vaut pas la peine. Nous sommes dans un pays, hélas, où tout un chacun se positionne comme étant juge, avocat, et je crois qu'il faut que chacun s'occupe de sa maison, hein, que les politiciens fassent la politique et qu'ils laissent, ma foi, les juges, les avocats s'occuper des choses judiciaires. Dans cette bataille d'opinion qu'on observe entre les avocats de l'État et les avocats de M. Karim Wade, les avocats de l'État disent que le comité aurait outrepassé ses prérogatives en demandant la libération de M. Karim Wade. Mais non, non, écoutez, je pense que le comité, son rôle, c'est de, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire les enquêtes qui s'imposent, d'adopter ses conclusions et de formuler des recommandations. Et dans le cas d'espèce, on ne peut pas reprocher au groupe de travail d'avoir assumé ses responsabilités. Maintenant qu'il s'agisse de remettre Karim Wade en liberté, il est évident que sous d'autres cieux, lorsque le comité a eu à formuler des avis et recommander conséquemment là où il a constaté qu'il y avait eu détention arbitraire, bon, la conséquence, c'est la remise en liberté. Il y a bien entendu des pays qui n'ont jamais exécuté, n'est-ce pas, ces recommandations. Pour autant, ce qui reste tout simplement, c'est le suivi. Ce suivi peut être assuré par le Conseil des droits de l'homme, qui devra maintenant rappeler au Sénégal ses obligations contractuelles. S'il est
établi définitivement qu'il y a eu des violations relativement au procès équitable. Mais la question de fond dans cette bataille que se mènent les avocats, ça tourne autour de l'argent. L'argent qui aurait appartenu aux Sénégalais. Dans tous les pays d'Afrique aujourd'hui, on voit que les dirigeants, souvent quand ils sont aux affaires, ils n'hésitent pas à puiser dans la caisse de l'État du Trésor public. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations qui sont dans des situations très difficiles, qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès aux soins de santé, se trouvent privés de cet argent-là. Qu'est-ce qu'il faut faire justement dans ces débats bien précis? Précisant d'abord que le groupe de travail ne s'occupe pas des questions de fonds, de preuves, etc. Mais s'agissant de la question que vous avez soulevée relativement à ce que j'ai appelé en 1992 l'enrichissement frauduleux des hauts responsables de l'État au détriment des peuples. Et hélas, cet enrichissement se poursuit encore aujourd'hui. 92, ça fait maintenant plus de 20 ans, mais ça se poursuit, hélas. Un seul résultat, je dirais, positif, c'est que lorsque le secrétaire général de l'OUA, Ahmed Salim, m'avait confié la tâche de faire une étude sur la corruption en Afrique, les aspects juridiques, politiques et économiques, et de rédiger l'avant-projet de Convention africaine contre la corruption, nous avons pu, au sein de l'Union africaine, adopter une convention depuis 2003 qui est entrée en vigueur en 2006. Avoir des textes, c'est une chose. Les ratifier, c'est une autre chose. Mais le plus important, c'est de les appliquer. Et dans l'application, certains États font des efforts. Je connais très bien le Rwanda du président Kagame, et qui ne fait pas de cadeaux, même à ses plus proches amis. Et combien de ministres ont été remerciés pour des faits d'enrichissement frauduleux. De même qu'en Tanzanie, mon ami Kikwete a eu à se débarrasser récemment de 4 officiels du gouvernement. Ceci montre donc que des efforts sont ici et là accomplis. Mais hélas, il y a encore des leaders africains qui continuent à piller le trésor public, et il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse parce que, pour moi, la corruption est l'obstacle fondamental à la jouissance effective des droits économiques et sociaux. Du fait de la corruption, des centaines de milliers d'Africains aujourd'hui meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé. D'autres végètent. On assassine des Mozart parce que tout simplement les enfants n'ont pas accès à l'éducation. Et voilà pourquoi je me suis réjoui, une fois encore, de ce que l'Union africaine, en examinant le protocole portant création d'une chambre criminelle au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a introduit, entre autres, le crime de corruption, le crime de piraterie, le crime de terrorisme, mais plus important encore, le crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Donc l'article 25 de la Charte africaine sur la démocratie. Donc il y a des efforts à faire, mais il appartient à tout le monde. L'État a sa responsabilité, la société civile a sa responsabilité, les leaders religieux, et surtout les leaders religieux. Moi, quand je vais dans certains pays, des leaders religieux corrompus, cela me choque. Parce que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, toutes les religions combattent la corruption. D'ailleurs, récemment, le pape Francis Ier a fait une sortie alors vigoureuse. Et j'attends de voir demain aussi les leaders religieux musulmans continuer à insister sur ces pratiques qui portent atteinte. Et ici au Sénégal, on a mis en place des mécanismes tels que l'OFNAC, la CREI, la Cour des comptes. Mais au résultat, on a l'impression que la société sénégalaise elle-même est très réceptive à la corruption. Quand on entend dans le langage populaire les gens dire « Khalis, d'un coup liggéey, d'un coup liggéey ». Écoutez, je me souviens, c'était en 1980 ou 81, j'avais organisé un débat sur les ondes de la télévision sénégalaise avec le procureur, mon ami Feu, Pereira, Louis Carvalho, il y avait Alcino da Costa, et nous avions parlé de la corruption. Et
le lendemain, tout le monde se marrait parce qu'on avait évoqué le Ndiogougouro. Et j'avais dit que le Ndiogougouro, c'est une forme aussi de corruption par anticipation. Mais ce qu'il y a à la vérité, c'est qu'il appartient aujourd'hui, à côté, bien entendu, de l'OFNAC, il appartient à la société civile aussi de s'organiser, mettre en place des mécanismes qui permettent de surveiller. Par exemple, prenons la municipalité de Dakar. Il appartiendrait à la société civile de cette municipalité de pouvoir suivre au pas à pas l'exécution du budget de cette municipalité. On pourrait en faire de même au plan national. Donc, c'est dire que l'effort de lutte contre la corruption doit provenir de l'ensemble des acteurs de la société. Mais la surprise que les Sénégalais ont, c'est que les organisations de droits de l'homme au Sénégal défendent plus ceux-là qui étaient aux affaires, qui ont vu peut-être le droit violé, ce qui est tout à fait normal, mais ne les entendent jamais défendre les populations qui sont spoliées de cet argent. Mais vous savez, c'est toujours plus facile de faire la promotion et la protection des droits civils et politiques. Donc là, essentiellement, par exemple, de ceux qui sont arrêtés. Et il faut, bien entendu, défendre toujours les droits de l'homme. Et ce n'est pas parce que ces sociétés et ces ONG se mobilisent en faveur, par exemple, de personnes qui sont privées de liberté, qu'elles ne devraient pas aussi s'intéresser davantage à des questions même telles que celles relatives au droit à l'environnement. Quand je vois parfois la saleté dans certains quartiers de Dakar, et puis je me dis, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Donc l'éducation à la citoyenneté est également un autre axe sur lequel il nous faudrait nous mobiliser davantage. Et il y a quelque temps, j'ai encouragé à travers un message lors du lancement de l'index du World Justice Project, les efforts d'un groupe tel que Y en a marre, parce qu'il est important aujourd'hui, aussi bien au Sénégal que partout en Afrique, qu'on renforce l'éducation à la citoyenneté. On nous parle de démocratie, mais il ne saurait y avoir de démocratie là où il y a absence de culture démocratique. Et à la base, il faut des citoyens, donc des hommes et des femmes éclairés, qui ne seront plus la proie facile de politiciens véreux qui vont les corrompre pour obtenir leur voix et qui, après, une fois élus, ont souvent tendance à oublier d'ailleurs les promesses faites à ces électeurs et ces électrices. Mais est-ce que justement c'est parce qu'on n'entend pas les ONG dans ces questions bien précises de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté, de défense du droit des populations à l'éducation, à la santé, au droit à l'environnement sain, que les gens les soupçonnent d'être quelque part à la solde des riches? Ben, je pense que c'est une explication, mais ce qu'il faut, c'est de plus en plus, et je ne manquerai pas d'ailleurs d'en discuter avec les collègues du système des Nations Unies, ici même au Sénégal, pour voir comment soutenir justement les efforts des organisations de la société civile pour une promotion et pour justement revendiquer une protection effective des droits sociaux. On a vu par exemple le droit à la santé, des efforts ont été faits dans ce pays, mais il faut encore en faire plus. J'ai dénoncé dans certains pays les budgets colossaux qui étaient votés pour les forces armées et ce que j'appelais aussi les forces de police de répression comparativement au budget alloué à l'éducation, à la santé, etc. Donc il nous faut continuer à travailler dans ce sens. Vous revenez du Burundi, un pays qui est dans une situation difficile aujourd'hui, les manifestations continuent, les morts continuent. Est-ce que le Burundi ne risque pas d'être rattrapé par ces vies-de-mots? Ben, écoutez, je ne peux jurer de rien. Et c'est pourquoi j'ai tenu à préciser à l'attention de l'ensemble des acteurs burundais, aussi bien les autorités gouvernementales, la société civile, les partis politiques,
que le Burundi est en train de vivre un des moments les plus difficiles de son histoire, après 10 ans d'une cohésion sociale, d'une harmonie, je dirais, ethnique, qui a été, il faut le préciser quand même, l'œuvre du président en place. Cependant, aujourd'hui, il y a des risques. Une crise politique est en cours depuis un bon bout de temps et qui a pris une autre dimension depuis le 26 avril, le lendemain de la déclaration de candidature pour un 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que de plus en plus, on peut relever ici et là un discours avec une connotation ethniciste. Et cela est un signe qui m'a beaucoup préoccupé et j'ai tenu donc à attirer l'attention du gouvernement burundais, commencé par le président même du Burundi, qu'il est impératif que la violence qui prévaut aujourd'hui cesse. Il est impératif que les droits de l'homme des Burundais soient respectés. Le droit à une manifestation pacifique, le droit à la liberté d'expression, d'opinion. Et en cela, j'ai demandé à ce que tous les médias indépendants burundais puissent réémettre à nouveau. Parce que le fait que ces médias soient, pour l'instant, fermés, entraîne des rumeurs, lesquelles rumeurs créent de la panique au sein des populations qui ont pris le chemin de l'exil. Les uns sont aujourd'hui au Rwanda, les autres en Tanzanie, etc. Donc, il faut que ça cesse. Et si ça ne cesse pas, le danger est que vous avez aujourd'hui l'aile jeunesse du parti, qu'on appelle les Imbonerakure, qui constitue plus ou moins l'aile politico-militaire du parti au pouvoir. Mais vous avez eu par le passé, au sein de l'UPRONA, une aile jeunesse aussi, la jeunesse Bagasore, qui était une jeunesse armée. Vous avez aujourd'hui la jeunesse du FLN également, qui est en sommeil, n'est-ce pas? Et les armes qui sont encore aujourd'hui cachées au Burundi, c'est dire tout simplement qu'il y a un cocktail explosif qu'on pourrait encore désamorcer. Et c'est la raison pour laquelle Ibrahim Fall, d'ailleurs, qui vient d'être nommé par l'Union africaine comme représentant de l'Union au Burundi, va appuyer les efforts de Saïd Djinnit, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général et qui facilite en ce moment le dialogue, quand bien même il y a quelques jours j'ai appris qu'un courrier aurait été adressé justement à Djinnit pour dire que une partie de l'opposition, en tout cas ceux-là qui ont signé ce courrier, ne veulent plus de sa facilitation. Est-ce que la grande difficulté aujourd'hui, ce n'est pas parce que les présidents africains s'accrochent au pouvoir? On voit Paul Kagame est en train de chercher un 3e mandat, ce qui est contesté à l'intérieur de son pays, la RDC avec Kabila, au Congo-Brazzaville. Est-ce que justement ce n'est pas le tripatouillage des constitutions qui crée les guerres civiles? Ben, vous savez, ce qui m'a souvent déçu, c'est que dans ce continent, les constitutions n'ont pas des vies vraiment, je dirais, assez... On les change pratiquement au jour le jour. Prenez la constitution américaine. Combien d'amendements ont été apportés à cette constitution depuis l'époque? La constitution française. Mais pourquoi en Afrique, bon sang, on n'est pas capable d'adopter des constitutions, d'en respecter surtout les dispositions, parce que vous pourriez avoir la plus belle constitution au monde, mais si vous ne respectez pas cette constitution, cela ne servirait à rien. Et ça, c'est une de mes préoccupations. Le Zaïre de Mobutu était l'un des rares États au monde à avoir ratifié tous les instruments internationaux de droits de l'homme, y compris les protocoles facultatifs. Et pourtant, c'était le pays où il y avait le plus de violations graves et massives des droits de l'homme. Et l'héritage, on le voit encore aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous venez de le signaler, les tentatives au Congo-Brazzaville, mais il faut que cela cesse. Moi, je crois que 2 mandats, c'est largement suffisant. Après 10 ans
n'est-ce pas, ou 14 ans selon le système en place, si vous n'avez pas été à même de réaliser quelque chose pour le développement économique et social de votre peuple, eh bien, vous avez échoué tout simplement. Et de demander un troisième mandat ne servira absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est que si vraiment on a donné le meilleur de soi-même, au bout de 14 ans, on devrait être déjà assez épuisé pour aller occuper une place de sage et jeter un regard sur le rétroviseur, voir ce qu'on a pu accomplir pour son peuple et maintenant se consacrer pour le restant à aider les autres peuples d'Afrique. Parce que l'Afrique ne s'en sortira jamais aussi longtemps qu'on n'aura pas une Afrique unie, une Afrique où le droit sera pleinement respecté. Donc la primauté du droit doit être la base, ce que les anglo-saxons appellent la rule of law. Une Afrique où l'impunité ne sera plus partie de notre vocabulaire. Il faudrait faire en sorte que vous soyez chef d'État, que vous soyez Premier ministre, ministre, quel que soit votre rang social. Si vous violez le droit, vous devez payer les conséquences de cette violation. Voilà, monsieur Adama Dieng, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'ONU. Vous êtes aussi conseiller spécial de M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Vous êtes chargé de la prévention du génocide et des conflits. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.